Bonne communication. Premièrement, merci Sylvie pour cette belle invitation. Bonjour aux collègues des différentes composantes. C'est ma première conférence en différé comme ça. Je suis impressionnée. Alors, l'art ne change peut-être pas le monde, mais je suis vraiment convaincue qu'il peut faire la différence dans la vie de bien des gens. À cet égard, on constate un intérêt grandissant pour différents types d'interventions artistiques, pédagogiques et thérapeutiques dans des contextes diversifiés puis auprès de populations marginalisées, d'enfants et d'adultes en situation de vulnérabilité et de jeunes qui ont des besoins particuliers. Le recours à l'art et à la culture peut constituer un apport important et complémentaire à ce qui se fait déjà dans les milieux d'éducation et communautaires, où l'on fait de plus en plus face à des problématiques complexes nécessitant d'autres types de collaboration, de façon de faire, de voir aussi. La création de la chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en art, culture et mieux-être, là c'est récent, depuis janvier 2015, fait écho à cette mouvance. La chaire de recherche, le comité de direction de la chaire de recherche, en fait, a identifié trois axes de recherche que vous pouvez voir à l'écran. Alors, le premier, l'art pour l'intégration sociale, est centré sur le rôle de l'art auprès de personnes en perte de pouvoir, exclues ou marginalisées. Le troisième, je vous parle du deuxième après parce que c'est un peu le troisième axe de recherche qui nous relie tous les trois. Alors, le troisième axe, l'art pour une meilleure santé physique et mentale, s'intéresse à la présence d'artistes pédagogues et de thérapeutes par les arts dans les milieux de soins et communautaires. Quelle est la contribution de ces pratiques à l'humanisation des espaces de soins? Dans le processus de rétablissement, de réhabilitation et d'amélioration générale de la qualité de vie. Enfin, le deuxième axe, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, l'art et l'éducation pour les jeunes ayant des besoins particuliers, s'intéresse au rôle de l'art que peut jouer, au rôle que l'art peut jouer ou l'exposition, la participation à des activités artistiques de jeunes qui sont différents, de jeunes qui sont venus d'ailleurs, qui apprennent autrement, qui sont à risque de décrocher, qui sont parfois décrocheurs, qui sont parfois laissés pour compte dans le milieu scolaire ou qui passent simplement inaperçus, mais qui auraient réellement besoin de toute notre attention. En somme, dans cet axe, nous nous intéressons à ces jeunes qui, pour toutes sortes de raisons, ne fitent pas dans le système. L'art ne change peut-être pas le monde, mais je suis convaincue qu'il peut faire la différence dans la vie, le parcours scolaire de bien des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui dans nos écoles. Et je pense que c'est ce qui nous relie tous les trois aussi. On est convaincus de ça. Alors, l'art comme source de motivation scolaire, l'art pour permettre aux élèves d'être définis autrement que par leurs lacunes ou leurs difficultés. L'art pour modifier l'image que les jeunes ont d'eux-mêmes. L'art pour prendre leur place à l'école, l'art pour développer des rapports positifs et respectueux dans la classe, dans l'école. Enfin, je crois que l'art peut donner ou redonner un sens à l'école pour ces jeunes et allumer des étincelles dans les yeux éteints d'un trop grand nombre d'élèves dans le milieu scolaire. De 2012 à 2015, j'ai mené une recherche collaborative impliquant une enseignante de l'UQAM et 2 conseillers pédagogiques de la Commission scolaire de Montréal. L'une en arts plastiques et l'autre en éducation et en relations interculturelles. L'objectif de cette recherche, sur une période de 3 ans, était de favoriser l'élaboration de nouveaux modes de pratique en classe d'arts plastiques au regard de la diversité culturelle, religieuse et linguistique de la CSDM, Commission scolaire de Montréal, qui est une des commissions scolaires qui accueille le plus grand nombre d'élèves qui viennent d'un peu partout. Le programme comprenait 3 volets. Dans le volet formation, nous avons abordé avec les enseignants l'impact de l'immigration en éducation, les visées ministérielles en termes d'intégration scolaire, d'éducation interculturelle, les liens entre des problématiques culturelles ou sociales abordées par des artistes d'aujourd'hui et leur transposition dans des actions pédagogiques qui favorisent l'élaboration d'activités artistiques de nature interculturelle et inclusive.
Nous avons aussi travaillé avec les enseignantes. On a fait tout un processus de réflexion par rapport à l'identité culturelle, leur propre identité culturelle, afin qu'elles puissent ensuite être plus sensibles à l'identité culturelle de leurs propres élèves. 8 enseignantes ont participé au premier volet qui durait 2 ans et 18 autres enseignants ont participé à la troisième année du programme. Nous avons retenu 6 enseignantes pour le volet recherche du programme. Un volet transfert des connaissances était consacré à la conception et à l'animation d'une formation qui s'adressait à une deuxième cohorte d'enseignants spécialisés en arts plastiques, donc 18 enseignants et 3 autres conseillers pédagogiques de 3 autres commissions scolaires. Autour du développement de la compétence appréciée dans une perspective interculturelle, la compétence appréciée étant une compétence à développer dans le programme de formation de l'École québécoise dans le domaine des arts. Le volet recherche avait pour but de générer de nouvelles connaissances sur la formation des enseignants spécialistes en arts plastiques à l'égard de la diversité culturelle, linguistique, religieuse du milieu scolaire montréalais. Je tiens à souligner que le programme de formation et de recherche s'inscrivait dans la politique interculturelle de la CSDM qui souhaite que les enseignants intègrent ou s'approprient des pratiques qui traduisent des valeurs éducatives de respect de l'autre dans sa différence, d'accueil de la pluralité, de maintien de rapports égalitaires entre les personnes et de rejet de toute forme d'exclusion et de violence. Alors, cet aspect-là est important parce que nous, ce qu'on voulait voir, c'est comment, au niveau du domaine des arts, comment on peut occuper l'espace de l'éducation interculturelle. Comment est-ce qu'on peut développer des approches qui soient spécifiques à notre discipline. Alors, quand on regarde un petit peu, je pense que je vais retourner en arrière, j'ai manqué quelque chose au niveau des résultats. C'est sûr, je ne parlerai pas de résultats de recherche ici, ce n'est pas le lieu, puis je n'ai pas le temps non plus. Il y a des retombées qui sont intéressantes, positives. Une des retombées, c'est qu'il y a un groupe d'enseignants qui, malgré que le projet soit terminé, continue à se rencontrer, continue donc à vouloir approfondir leurs pratiques. Toutefois, même si, comme chercheur, ça me désole un peu et que j'aurais souhaité que ça soit différent, force est de constater qu'il y a une complexité et un certain nombre de problèmes qui sont reliés à l'intégration de la dimension interculturelle en classe d'art pour les enseignants qui ont participé à la recherche et à la formation. Alors, je vais souligner seulement 2 aspects aujourd'hui. Le premier, c'est relié à l'adaptation que les enseignants doivent faire preuve par rapport à un contexte changeant qui les amène à accepter de se mettre en posture de déséquilibre. Parce que, dans le fond, nous, on a accompagné ces enseignants-là dans le développement de projets qui s'inscrivent dans une perspective interculturelle qui demandait de changer leur façon de travailler et forcément, ça les mettait un petit peu dans une posture de déséquilibre. Pour la plupart d'entre eux, placer leurs élèves, aborder des thèmes avec leurs élèves, plutôt traiter de thèmes avec les élèves qui sont abordés par des artistes d'aujourd'hui, et où l'élève devrait être au cœur du processus de conception du projet, ne va pas de soi. Pas du tout. Donc, quand la prise en compte d'abord de l'élève dans la conception de projet n'est pas nécessairement intégrée pour tout le monde. Il fallait détricoter ce qui était tricoté très serré depuis de nombreuses années, soit un modèle d'enseignement centré sur le faire de l'art, donc sur la matière, la technique, les procédés, au détriment de la démarche, d'un processus, au détriment des contenus, mais aussi au détriment de l'élève et de son expérience. Enfin, on discutait tantôt avec Né et Sylvie, et j'aurais pu appeler cet intitulé-là « Passer de l'indifférence à la prise en compte des élèves », passer de l'indifférence ou de l'indifférence à la différence, peut-être.
Une des raisons qui a suscité l'intérêt dans le programme de formation des enseignants qui se sont engagés dans le programme de formation et de recherche, c'était d'abord le besoin que ces enseignants-là ont de briser la solitude souvent dans laquelle ils sont, particulièrement au primaire. Au secondaire, parfois, ils peuvent être un enseignant en arts plastiques dans une commission scolaire. Au primaire, c'est la même chose. Donc, le besoin de briser la solitude et d'échanger avec d'autres. Et aussi le besoin à la troisième année de formation d'apprendre à composer avec la compétence appréciée, qui est un réel besoin chez les enseignants au Québec qui ne maîtrisent pas bien cette compétence-là. Alors, c'était les principales raisons et je vous dirais que la question de l'interculturel venait peut-être loin derrière dans leurs préoccupations. Et ça, je trouve ça un peu triste. Je pense qu'une conception moderniste et eurocentrique de l'enseignement des arts perdure, dans laquelle les élèves, avec leurs particularités, leurs besoins, sont souvent, malheureusement, trop souvent invisibles aux yeux des enseignants. L'art de tisser des liens par l'art avec les élèves et entre les élèves, comme contribution au dialogue interculturel et au mieux vivre ensemble, malheureusement, reste un défi à relever. Voilà. Alors, je pense que je n'ai même pas fait 10 minutes. Je vais arrêter là-dessus. Et là... Bien, merci. Oui. Merci.